Que signifient réellement ces explosions nocturnes et ces pannes soudaines qui plongent Kiev, Odessa et tant d'autres villes dans l'obscurité totale? Depuis quelques nuits, une série de frappes russes d'une précision inédite s'abat sur l'Ukraine, touchant des cibles jusqu'alors jugées inaccessibles. Il ne s'agit plus simplement de détruire des dépôts de munitions ou des lignes électriques. Désormais, les frappes visent des centres de commandement ultra protégés, des bunkers d'officiers supérieurs, mais aussi des dépôts d'armes de l'OTAN et des aérodromes essentiels. La chaîne logistique ukrainienne, soutenue par l'Occident, vacille sous ces coups portés avec méthode et régularité. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il est utile de se rappeler que, dans les premières années du conflit, la Russie concentrait ses efforts sur des objectifs plus classiques. Par exemple, en 2022, la majorité des attaques visaient des ponts, des lignes de chemin de fer ou des entrepôts de ravitaillement proches du front. Mais aujourd'hui, la nature des cibles évolue radicalement, témoignant d'un basculement stratégique. Au nord, dans la région de Kiev, un bunker abritant des officiers de haut rang, dont certains issus de pays alliés, a été frappé avec une efficacité redoutable. Les images diffusées montrent d'immenses colonnes de fumée, des incendies incontrôlables et des centres nerveux du commandement ukrainien réduits en ruines. Plus au sud, à Odessa, un ferry chargé de matériel militaire occidental a été coulé, interrompant un flux vital de renforts vers le front sud. Loin d'être des coups isolés, ces opérations signalent une montée en puissance. Les frappes se multiplient sur les dépôts d'armes, les infrastructures ferroviaires, ainsi que sur les aérodromes utilisés pour les drones offensifs et la logistique aérienne. Rappelons qu'à Odessa, cette attaque sur un ferry militaire n'est pas sans rappeler la tactique employée lors de conflits passés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, pour briser la logistique de l'Axe, ciblaient systématiquement les convois maritimes allemands, cherchant à couper l'approvisionnement en ressources essentielles. De la même manière, la frappe sur le ferry d'Odessa vise à désorganiser la logistique, privant l'Ukraine de ses ressources occidentales. Les pertes sont immédiates, massives, et laissent peu de répit à l'Ukraine. Non seulement des stocks accumulés pendant de nombreux mois partent en fumée, mais plusieurs officiers étrangers auraient été tués ou blessés. L'inquiétude grandit dans les chancelleries occidentales. La frontière entre simple soutien logistique et implication directe devient floue. Chaque frappe fait grimper la tension politique, poussant l'Europe à s'interroger sur le coût réel de son engagement. Désormais, chaque perte, chaque victime étrangère, rapproche le conflit d'un seuil critique. L'impact ne se limite pas aux seules destructions matérielles. Ces attaques inaugurent un effet systémique. Coupures d'électricité à répétition, réseaux de communication hors service, barrages et nœuds ferroviaires paralysés, plongent des régions entières dans une forme d'immobilisme forcé. Le front n'est plus le seul concerné. C'est l'ensemble de la capacité ukrainienne à résister, à se réarmer, à coordonner sa défense avec ses alliés qui vacillent. À chaque nouvelle frappe contre une centrale ou un poste de commandement, c'est une onde de choc qui parcourt toute la société civile et l'appareil militaire. Regardons de plus près l'exemple de la région de Dnipropetrovsk. Là, une frappe sur une centrale hydroélectrique a plongé pendant plusieurs jours des quartiers entiers dans le noir, coupant l'eau courante et bloquant même les transports publics. Les écoles sont restées fermées, les hôpitaux ont fonctionné en mode dégradé, et la population a dû faire face à un quotidien bouleversé. Ce type d'attaque ne vise pas seulement la machine militaire, mais cherche à tester la résilience de l'ensemble de la société. Sous-estimer la portée de ces opérations, c'est risquer d'ignorer un basculement stratégique décisif. Pour la première fois, la Russie vise l'effondrement graduel non seulement de l'armée ukrainienne, mais de l'ensemble de ses fondations, militaires, énergétiques, logistiques et politiques. Celui qui n'en saisit pas l'enjeu risque de se laisser surprendre par la rapidité du changement, alors que les conséquences commencent déjà à se faire sentir sur la sécurité européenne, le coût de la vie et la stabilité régionale pour les mois à venir. Pour illustrer, on peut se rappeler la guerre du Kosovo à la fin des années 90. L'OTAN avait alors utilisé une stratégie similaire contre la Serbie, frappant les infrastructures électriques et ferroviaires pour forcer Belgrade à négocier. Aujourd'hui, la Russie applique la même logique en Ukraine, espérant que le coût de la guerre devienne insoutenable pour la population et ses alliés.
Il est donc crucial de revenir sur cette nuit charnière qui a inauguré une nouvelle phase du conflit, et de décrypter les signaux faibles que beaucoup persistent encore à ignorer. Quels indices précis cette nuit a-t-elle révélés? Décryptons les événements minute par minute pour comprendre ce basculement. Qu'est-ce qui rend ces nouvelles frappes russes si différentes des précédentes? Pourquoi soudain un tel regain d'attention autour des attaques en Ukraine? Sous nos yeux, le conflit bascule. Une phase inédite commence, et sa logique profonde mérite d'être décodée. La nuit dernière, une opération coordonnée a frappé les régions de Kiev et d'Odessa. À la périphérie de Kiev, un bunker ultra sécurisé, supposé abriter des officiers de l'OTAN, a été anéanti. Ce n'était pas une cible ordinaire. Il s'agissait d'un centre de commandement stratégique, véritable cerveau des opérations ukrainiennes. Simultanément, à Odessa, un ferry transportant du matériel occidental a été touché avec une précision glaçante. Ce bateau convoyait non seulement des équipements cruciaux, mais aussi des militaires étrangers, en particulier roumains. Plusieurs auraient péri, d'autres seraient blessés. Ce détail, rarement relayé officiellement, adresse un avertissement direct aux Alliés. Leur engagement a désormais un prix sanglant. Contrairement aux frappes antérieures, la communication ukrainienne reste extrêmement discrète. Les autorités évoquent quelques incendies à Petchersk et Desniansky, mais les vidéos qui circulent montrent des destructions bien plus larges. Les images dévoilent d'immenses panaches de fumée noire, témoignant de l'ampleur de l'offensive. Pour illustrer ce silence, souvenons-nous de la crise de la Crimée en 2014, où les autorités communiquaient au compte-gouttes sur les pertes effectives, préférant préserver le moral de la population. Aujourd'hui, la même prudence s'observe, signe que les pertes sont probablement plus lourdes qu'annoncées. Les frappes ne se sont pas limitées aux villes. Plusieurs aérodromes, des camps d'entraînement pour mercenaires et des centres logistiques ont aussi été visés. À chaque fois, la logique est limpide. Désorganiser l'approvisionnement, couper les renforts, priver l'Ukraine de son flux d'armes occidentales. Prenons l'exemple de l'aérodrome de Staroko-Stiantiniv, frappé à plusieurs reprises au printemps. Après chaque attaque, l'aéroport, crucial pour la réception de drones et de munitions, a dû cesser ses activités pendant plusieurs jours, retardant les opérations sur le front. L'impact est immédiat sur la logistique ukrainienne. Routes coupées, stocks détruits, relais de commandement neutralisés. La réactivité des troupes s'effondre. Chaque frappe révèle une stratégie nouvelle. Viser le centre nerveux et les artères vitales, plutôt qu'user l'ennemi à l'usure sur le front. Ignorer la précision chirurgicale de cette approche serait une erreur. On assiste à un basculement doctrinal. La Russie cherche à déstabiliser totalement l'appareil militaire adverse, non par la quantité, mais par la qualité de ses frappes. Les cibles ne sont plus choisies pour leur impact médiatique, mais pour leur rôle névralgique dans la machine de guerre ukrainienne. On peut faire le parallèle avec la guerre du Golfe, où les premières frappes américaines ciblaient les centres de commandement et de communication de Bagdad, déstabilisant la défense irakienne dès les premiers jours. Cette méthode, éprouvée, vise à briser la coordination avant même la confrontation directe. Mais alors, face à ces coups répétés et désorganisateurs, comment l'Ukraine parvient-elle encore à tenir? Pour comprendre cette résilience, il faut regarder au-delà des seuls chiffres et des bilans officiels. Derrière les ruines, une lutte invisible s'organise. Pourquoi l'Ukraine continue-t-elle à combattre alors que tout semble conspirer à sa paralysie? Les frappes massives, les coupures d'électricité, les destructions ciblées, rien ne suffit à briser sa résistance. La réponse se trouve dans la robustesse paradoxale de sa machine de guerre, un système que beaucoup sous-estiment mais qui refuse de céder, même après des années d'assauts répétés. Au cœur de cette résilience se niche le complexe militaro-industriel ukrainien. Héritier direct du savoir-faire soviétique, il s'appuie sur un réseau d'ateliers souterrains, de lignes de production camouflées et d'usines mobiles. Même frappée à de nombreuses reprises, cette structure profonde reste active, se recompose et renaît sans cesse, souvent dans l'ombre, loin des satellites et des radars. On peut citer l'exemple de l'usine Motor-Sich à Zaporijia, spécialisée dans la fabrication de moteurs pour hélicoptères et drones. Malgré plusieurs attaques et la destruction partielle de ces installations, cette entreprise a pu relancer certaines lignes de production dans des ateliers improvisés, parfois déplacés chaque nuit pour éviter d'être repérés.
Mais l'Ukraine ne se bat pas seule. Le soutien occidental, constant et déterminé, constitue le second pilier. Les armes détruites sont remplacées ou réparées dans des ateliers répartis en Pologne, en Allemagne, ou même bien plus loin, avant d'être renvoyées au front. Grâce aux flux financiers et à l'aide technique, la capacité de combat est maintenue, parfois même accrue, alors que tout semble brisé autour. La stratégie d'adaptation ukrainienne devient plus fine chaque semaine. Les productions se dispersent, les ateliers changent d'adresse en une nuit. Il devient presque impossible de localiser et de neutraliser tous les points névralgiques. Les chaînes logistiques, frappées mais flexibles, se réorganisent et se ramifient, rendant chaque arrêt du système provisoire. Un atout souvent ignoré, les générateurs et batteries acquis à l'étranger. Par des réseaux d'approvisionnement tenaces, l'Ukraine stocke des dizaines de milliers de batteries et de groupes électrogènes. Cette électricité de survie permet de relancer la logistique, les communications et parfois même la fabrication d'armes légères après les pires coupures. Pour donner un exemple concret, lors des coupures massives d'électricité à Kiev en hiver 2022, des générateurs importés d'Allemagne ont permis de maintenir les hôpitaux et les centres de commandement en activité, alors que la ville entière était plongée dans le noir. Face à cette hydre industrielle, la guerre conventionnelle atteint ses limites. Détruire totalement ce système supposerait des moyens extrêmes que peu d'acteurs osent engager, tant les risques d'escalade et les conséquences politiques seraient colossales. Chaque attaque ralentit, affaiblit, mais ne parvient pas à désactiver définitivement la machine de guerre ukrainienne. Sous-estimer cette capacité d'adaptation, c'est risquer de mal juger la durée et l'intensité du conflit. Beaucoup l'oublient. Tant que le soutien extérieur subsiste et que l'appareil industriel demeure mobile, la paralysie totale reste une illusion. L'Ukraine, loin d'être une victime passive, relève la tête à chaque coup, refusant de plier sous la pression. À ce stade, il est pertinent de rappeler la stratégie employée par le Vietnam du Nord face aux bombardements américains pendant la guerre du Vietnam. Malgré des années de destruction massive, le réseau industriel souterrain et la résilience populaire ont permis au pays de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire. Face à ce monstre Frankenstein industriel, la Russie doit revoir ses calculs. Dès lors, comment Moscou ajuste-t-elle sa stratégie pour épuiser et contourner cette capacité ukrainienne à renaître de ses cendres? Pour comprendre ce virage stratégique, il faut plonger dans les choix tactiques russes des derniers mois. Derrière chaque frappe, un calcul. Briser la logistique, attaquer l'énergie, mais jusqu'où Moscou est-elle prête à aller? La bataille ne se joue plus seulement sur le front. Désormais, elle se déplace dans l'ombre des centrales électriques et le tumulte silencieux des gares de triage. Depuis plusieurs semaines, les frappes russes ciblent méthodiquement transformateurs, réseaux électriques et nœuds ferroviaires. Tout ce qui fait battre le cœur logistique ukrainien devient une cible. La stratégie est claire. Attaquer les points vitaux, éroder la capacité de résistance, user la machine de guerre à petit feu. Chaque raid vise à affaiblir l'endurance du pays, à rompre la chaîne qui alimente hommes et matériel. C'est une guerre d'usure programmée, où chaque coup porté s'additionne au précédent. Pour illustrer, on peut évoquer la campagne de bombardement menée contre l'Allemagne nazie par les Alliés, qui visait à paralyser la production industrielle et désorganiser les transports. De la même manière, chaque frappe russe sur le réseau ukrainien vise à multiplier les difficultés jusqu'à épuisement. Face à cette pression, l'Ukraine organise la riposte. Elle importe des générateurs, des batteries, tout ce qui peut maintenir l'énergie vitale. Mais la logistique est sous tension permanente. Les stocks de carburant s'amenuisent, les pièces détachées manquent, même les véhicules se raréfient. Dans la région de Kharkiv, par exemple, les autorités ont dû organiser des convois sécurisés de carburant, accompagnés par des équipes de sécurité pour éviter les pertes lors des frappes de drones. Cette adaptation témoigne de la résilience, mais montre aussi la pression constante qui pèse sur la logistique ukrainienne. À chaque nouvelle frappe, la situation se détériore. Remettre en état un transformateur ou réparer un aiguillage devient un casse-tête. Le temps de réparation s'allonge, la résilience du réseau s'étiole. La question n'est plus seulement matérielle. C'est un combat contre l'épuisement, une course contre la montre. La Russie ajuste l'intensité de ses attaques, évitant de provoquer une catastrophe humanitaire incontrôlable.
Elle frappe fort, mais sans pousser à l'effondrement total. Cette retenue est stratégique. Un chaos soudain pourrait déclencher des réactions internationales imprévues et rebattre les cartes du conflit. Les premiers effets se font sentir. La production de drones ralentit, faute d'électricité et de composants. Les réparations militaires prennent du retard. Les équipements sur le front montrent des signes d'usure croissante. Les rotations logistiques s'espacent. Chaque convoi devient plus précieux. Pour l'instant, la résistance tient bon. Mais à chaque choc, le risque d'un point de rupture grandit. Ignorer ces signaux, c'est s'exposer à une bascule brutale qui pourrait transformer le conflit en une nuit. Mais cette tension sur les infrastructures n'est qu'une partie du tableau. Les conséquences politiques, économiques et internationales pourraient bien dépasser le champ de bataille. Quand le rapport de force bascule, qui tient la plume lors des prochaines négociations? Cette question brûle d'actualité à mesure que la guerre en Ukraine glisse, jour après jour, du front vers les salons feutrés de la diplomatie. Comprendre comment la force militaire façonne les choix politiques, c'est saisir la clé du futur européen et de l'ordre international. Sur le terrain, les avancées russes deviennent de plus en plus impossibles à ignorer. Patience et méthode. Armée après armée, Moscou encercle des villes stratégiques, coupe les routes vitales, isole les poches de résistance, harcèle les axes logistiques. Il ne s'agit ni d'élan précipité, ni de hasard, mais d'une stratégie d'usure visant à étouffer l'adversaire avant de le briser. Sous cette pression, les lignes ukrainiennes reculent, parfois de façon imperceptible, mais toujours continue. Les failles se multiplient, les réserves s'épuisent, le matériel manque. Impossible de combler tous les vides. Chaque recul emporte avec lui un pan entier des capacités de défense et aggrave la crise logistique. Les demandes d'aide extérieure s'intensifient, mais les réponses occidentales peinent à suivre le tempo de l'offensive russe. Ce déséquilibre se répercute immédiatement sur le terrain politique. Les débats s'enflamment sur la possibilité d'un sommet au sommet entre la Russie et les États-Unis, alors que les alliés européens s'inquiètent de voir leurs propres intérêts relégués au second plan. Faut-il négocier maintenant ou attendre des jours meilleurs? L'incertitude domine dans les capitales. La peur d'une paix imposée se répand. Au même moment, la guerre de l'information s'intensifie. Rumeurs de tractations secrètes, démentis fracassants, campagnes de désinformation. Chaque camp tente de manipuler l'opinion et les décideurs. Un mot de travers, une fuite, peut influencer les marchés mondiaux ou semer la panique politique. Distinguer ce qui est vrai de ce qui est calculé devient un enjeu stratégique vital. Une réalité demeure, la supériorité militaire russe renforce chaque jour sa position dans toute négociation. Plus elle avance, plus ses exigences s'imposent. Chaque mètre perdu par l'Ukraine se transforme en concession potentielle à la table des pourparlers. Le champ des options se resserre pour Kiev et ses soutiens. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est s'interdire d'anticiper, c'est subir au lieu de choisir. Ignorer comment les succès tactiques modifient les équilibres politiques condamne à la surprise, et parfois à la perte. Dans un monde où sécurité, économie et stabilité dépendent de ces rapports de force, manquer ces signaux, c'est risquer bien plus que quelques opportunités. C'est jouer l'avenir à la roulette. Mais derrière la surface du front, une autre offensive se joue. Le ciblage systématique des infrastructures, destiné à briser la colonne vertébrale logistique ukrainienne. Cette stratégie, invisible mais redoutablement efficace, redéfinit tous les calculs des parties en présence. La guerre en Ukraine n'est pas une suite de coups d'éclat, mais une épreuve de patience et de calcul. Ce que nous voyons, ce ne sont pas des attaques isolées pour frapper les esprits. C'est une stratégie systémique, minutieusement pensée, qui vise à affaiblir l'Ukraine à la racine. Chaque frappe sur le réseau électrique, chaque coup porté aux infrastructures logistiques, porte la même intention: forcer l'adversaire à perdre plus qu'il ne peut réparer, sur le terrain et dans sa capacité à fonctionner comme État moderne. Le combat dépasse largement la ligne de front. Il s'étend jusque dans les sous-sols où se décident les priorités, dans les flux d'énergie qui maintiennent les villes debout, dans la robustesse des alliances et la psychologie des sociétés. La Russie parie sur l'usure, mais une usure calculée. Priver l'Ukraine d'oxygène là où elle s'y attend le moins, tester sa résilience, sa logistique, son moral,
tout en augmentant le coût politique et matériel pour ses soutiens internationaux. Pour illustrer la portée de cette stratégie, prenons le cas de Mariupol, assiégé pendant plusieurs semaines. Les coupures d'eau et d'électricité ont non seulement paralysé la défense, mais aussi sapé le moral des défenseurs et des civils, accélérant la reddition de la ville. Lire ce conflit uniquement à travers les affrontements directs, c'est passer à côté de l'essentiel. L'évolution des frappes, la précision du ciblage, la synchronisation des attaques sur les points vitaux montrent que rien n'est laissé au hasard. Chaque perte de centrale, chaque coupure de courant, chaque rupture logistique compte double. Militairement, mais aussi pour la cohésion nationale. L'enjeu n'est plus seulement géographique, il est structurel. C'est la capacité même de l'Ukraine à maintenir son armée, à protéger sa population, à convaincre ses alliés de rester engagés, qui est visée. La Russie cherche à déclencher un effet domino, où chaque faiblesse révélée en entraîne une autre, jusqu'à l'effritement de la résistance. Pour nous, spectateurs, il ne suffit plus de s'arrêter à la surface. Comprendre la logique profonde de cette guerre, c'est anticiper ses répliques, sur la sécurité européenne, sur la volatilité des marchés, sur le coût de la vie, sur la stabilité politique. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'être pris de court, de perdre pied face aux changements qui s'annoncent, et d'y sacrifier des ressources précieuses. Ce qui se joue ne concerne pas seulement l'Ukraine ou la Russie. C'est l'équilibre du monde qui se transforme, silencieusement. Ceux qui s'accrochent aux récits superficiels manqueront la redistribution du pouvoir et des risques qui s'opèrent déjà. Dans ce contexte, il est essentiel pour les décideurs et les citoyens de s'informer avec rigueur, de garder une vision d'ensemble et d'anticiper les évolutions. Se préparer à l'incertitude, renforcer la résilience de nos propres infrastructures et encourager le dialogue diplomatique sont autant de mesures concrètes pour limiter les risques. En somme, la guerre en Ukraine révèle à la fois la brutalité des conflits modernes et l'importance de la stratégie, de la résilience et de l'adaptation. Le jeu est loin d'être terminé, et chaque nuit d'explosion rappelle que, parfois, l'histoire bascule dans l'obscurité avant de retrouver la lumière.